Tout de suite, on vous raconte une belle histoire et vous emmène en voyage. C'est-à-dire, c'est parti. Bonsoir Rémi Faure. Bonsoir Mélanie. Vous êtes conteur. Enfin, c'est l'une de vos casquettes puisque vous travaillez aussi pour un grand groupe d'audiovisuel. Mais aujourd'hui, on vous reçoit pour ce livre. Enfin, je devrais dire ces livres parce qu'il y a 2 tomes. Voilà, le 2e tome vient de sortir. Corba, le seigneur de la côte. C'est des pérégrinations de 4 orphelins qui vont partir à la recherche d'un de leurs amis disparus et à qui il va arriver tout un tas d'épreuves absolument incroyables. Alors ce livre, on pourrait dire que vous l'avez écrit à 4 mains, puisque c'est avec votre petit garçon qui s'appelle Anton, qui a 9 ans, que vous avez imaginé l'intrigue. Juste pour situer, ce petit garçon, Anton, il vit dans un monde un peu différent du nôtre, puisqu'il est autiste Asperger et qu'il a une maladie génétique qui lui fait sillonner les couloirs des hôpitaux depuis qu'il est tout petit. Exactement. On a fait le tour des hôpitaux, hélas, de France et de Navarre. Oui. C'est une maladie donc, génétique. Il est né avec cette maladie qu'on a découvert à la naissance, qui s'appelle le syndrome de Pierre-Robin. Et sans être trop technique, qui est une maladie qui se caractérise par un gros désordre de la sphère orale, quoi. Donc c'est des enfants qui savent pas, qui ont du mal à respirer à la naissance et qui ne savent pas se nourrir surtout. Donc ils sont nourris par une sonde qu'on leur met dans le nez, directement dans l'estomac pendant pas mal de mois. Et ensuite, il faut refaire tout ce qui est un peu qui fonctionne pas bien. Donc c'est pas mal d'opérations. Donc il a été opéré au total 9 fois. 2 fois de façon vraiment significative. Et puis après, les autres fois, c'était des petits réglages dans les oreilles, un peu partout. Bon. Voilà, donc il en a fini avec ces grosses opérations-là. Mais pendant tout ce temps-là, tous ces allers-retours, comme vous dites, pour ces grandes opérations et dans les hôpitaux, eh bien, vous l'entraînez dans un monde un peu plus agréable, un peu plus léger, une sorte de monde fantastique. Exactement. Dès le début, en fait. C'est-à-dire que au début, il était beaucoup trop petit pour comprendre. Mais vous lui parlez quand même. Hein. Oui, c'est ça. Il avait quelques semaines et déjà sur les tableaux à l'hôpital à Necker, je me disais à faire des petits dessins, le représentant lui, comme c'était Pierre Robin, sa maladie, on disait Pierre Robin, son Crusoé. Ah ben on voit d'ailleurs un de ces tableaux. C'était des tableaux Velleda qui étaient normalement pour les médecins. Oui, exactement. C'est sur lesquels ils se mettent les petits trucs pour le lendemain. Là, ils se font les passations. Et du coup, je squattais le tableau. Moi, je m'en servais pour marquer des petits jeux de mots. Pierre Robin, son Crusoé, Pierre Robin des Bois, enfin bref, tout un tas d'autres trucs. Ça a commencé comme ça. Et puis, quand il a grandi, il a continué à beaucoup aller à l'hôpital. Et il ne fallait pas que ce soit un hôpital, quoi. Il fallait que ce soit autre chose. Donc on s'est inventé des histoires. Et donc l'hôpital, à travers vos yeux, c'est un peu comme Roberto Benigni et La vie est belle. Hein. Vous racontez des histoires absolument magiques à votre fils. Ça devient un paquebot au milieu d'une île. Exactement, au milieu, sur la mer de Corba. On est dans le paquebot. C'est plus une chambre d'hôpital. Son lit n'est plus un lit à barreaux. On est dans une cabine. Et la fenêtre est un hublot par laquelle on descend, il descend tous les jours, il y a une petite barque en bas et il part à l'aventure. Voilà ce qu'on se raconte. Et comme il est, ce qu'on saura un peu plus tard, autiste, ce monde-là lui parle énormément. Donc il se projette énormément dans ce monde-là. Voilà, et donc il est très réceptif et c'est vrai que c'est plus facile même d'entrer en communication avec lui dans ce monde de l'imaginaire qu'on a créé ensemble que dans la vraie vie, quoi. Lui-même dit dans la vraie vie. Hein. Il faut faire un effort pour aller dans la vraie vie. Alors que ce lien de ce monde imaginaire que vous inventez, tous les deux, puis ensuite on va le voir avec sa sœur aussi, voilà, le reste de la famille, ça vous permet d'entrer en contact, d'échanger avec lui et d'avoir un projet commun, quoi. Alors ce projet commun, c'est donc ces bouquins, Corba. Vous écrivez l'histoire à 4 mains, puisque vous vous inspirez, en tout cas, vous lui demandez de vous donner des éléments. Comment ça se passe? Ça se passe, donc ça commence à l'hôpital, puis ça se continue à la maison. La petite sœur qui a 2 ans de moins que lui est rentrée dans l'histoire, bien sûr, le soir. Donc c'était notre moment du soir, à tous les 3. Parfois on se couchait, il se couchait un peu trop tard. Bon. et donc moi j'avais Alma, sa petite sœur, sur les genoux. Anton, lui, il tenait pas en place, donc il était debout, il faisait des allers-retours avec ses mains, en bougeant comme ça ses mains, il trépignait, il sautait, il faisait des sons des animaux, des trucs et tout. Et donc on a déroulé cette histoire tous les soirs. C'est un feuilleton qui a duré 2 ans, 2 ans et demi. 2 ans et demi d'inventivité, d'écriture. Et ce qui est magnifique quand on fait ça, en fait, c'est qu'on a, entre guillemets, le public, l'auditoire en direct, quoi. Donc on voit tout de suite ce qui marche moins. Il vous donne des idées, c'est ça, des mots-clés en fonction aussi de ce qu'il a vécu, lui, dans la journée. C'est ça, exactement. Ce qu'il apprend à l'école aussi. C'est exactement ça, voilà. Donc quand il est sur les dinosaures à l'école, il m'invente des créatures qui ressemblent un peu à des dinosaures, les créatures de feu, là, qu'on découvre dans ce livre. Et puis, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, donc, il apprend les rois, donc on n'est plus dans Corba, mais il apprend les rois de France. Donc pareil, il faut que dans les histoires,
l'histoire maintenant il y ait des rois de on France. continue sur d'autres histoires, il faut qu'il y ait des rois, exactement, c'est ça. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait pour arriver à créer une intrigue, puisque vous êtes un jeune auteur, même si évidemment l'écriture vous intéresse et vous habite depuis longtemps, mais comment est-ce qu'on crée une intrigue qui ne soit pas totalement improbable quand il s'agit d'ajouter des dinosaures, peut-être pas des rois de France, mais alors je ne sais pas, une île déserte, des paquebots et plein d'idées qui fusent comme ça un peu partout. Ouais, bah ça, moi j'avais écrit au départ des scénarios en fait. Et c'est vrai que le travail de scénariste, c'est un travail qui structure énormément, enfin qui nous apprend à structurer énormément les choses, à séquencer les choses. Donc il y a tout ce que je leur ai inventé pendant ces 2 ans. Et puis une fois qu'on a eu fini, mais seulement à ce moment-là, j'ai commencé à l'écrire. Je l'ai écrit après. Et à ce moment-là, on est revenu vraiment, enfin je suis revenu au tout début, en essayant vraiment de cadencer, de structurer les choses, parce qu'il y a quand même des codes, évidemment. On ne raconte pas les histoires non plus, on n'écrit pas un roman comme ça, comme on parle. Donc même s'il y a cet héritage du langage oral, il y a quand même des codes du langage écrit. Mon petit garçon, qui a d'ailleurs l'âge, je crois, du vôtre, 9 ans, est en train de lire le livre. Alors, il est passionné par l'intrigue et il m'a quand même posé cette question, donc je vous la pose. S'il me regarde, il aura peut-être la réponse. Est-ce que les personnages existent dans la vraie vie ? Bah, les personnages, alors le personnage principal, c'est mon fils, Anton, qui s'appelle Aden dans ce livre, qui est comme lui, c'est-à-dire que c'est un enfant qui est un peu autiste, on ne le dit jamais. Oui, vous dites Aden, lui, était différent et il voyait ce que les autres ne savaient pas voir. Oui, et c'est exactement ça. C'est son super pouvoir, en fait, dans l'histoire. Donc c'est ces 4 enfants qui sont, je crois, qui ressemblent aux enfants d'aujourd'hui, qui ne sont pas des enfants aseptisés, qui ne sont pas des enfants, voilà. Alma, Jeanne et Jacob. Exactement. Et donc Alma, ma fille, est devenue Isla dans le livre. Anton, mon fils, est devenu Aden dans le livre. Et ce petit Aden, il rejoint les 3 autres sur leur île. Il est différent, il est chétif, il ne se souvient plus d'où il vient exactement, etc. Et il a ce super pouvoir qui est l'autisme, qu'on n'appellera jamais autisme dans l'histoire, parce que les enfants ne se posent pas ces questions-là entre eux. Mais il apporte toujours un truc au groupe, parce qu'il a une mémoire extraordinaire, il prend le temps de sentir, de se souvenir d'un regard, d'un parfum, etc. Et donc quand les 3 foncent à droite, lui en général va à gauche, ou quand les 3 tombent dans le panneau, lui il se méfie du truc. Bon voilà, donc il apporte toujours ce truc-là. Et donc il y a à la fois ces 3 enfants qui crapahutent dans tous les sens, qui sont des terreurs, qui sont des orphelins un peu pirates, un peu naufragés, qui vont de danger en danger, quoi. Et puis lui qui prend le temps d'observer, qui est plus calme. Et d'ailleurs, vous parlez de mémoire spectaculaire. Je crois que c'est aussi le cas de votre fils, qui vous rappelle parfois que vous aviez oublié un élément de l'intrigue. C'est lui qui se souvenait. C'est lui qui se souvient, mais même c'est lui qui parfois m'a donné des idées sur des petites graines que j'avais posées ici et là, et qui s'en souvenaient en fait. Moi, j'avais pu les oublier. Bon. Et lui, faire des clés, des transitions. Oui, exactement. Il me disait, mais alors là, il faudrait qu'il y ait la petite fleur magique qui intervient. Et donc c'était que j'avais posé quelques jours avant, quelques semaines avant. Il a lu, il lit les livres, il les connaît bien. Il les connaît par cœur. Il choisit ses chapitres maintenant parce qu'il les connaît très bien. Donc il va directement au chapitre où il y a le moment d'action, le moment un peu plus touchant, d'émotion. Exactement, ouais, c'est ça. D'autres projets ? D'autres tomes ou peut-être d'autres... 4. En tout, il y aura 4 tomes. D'accord. Voilà. Et pour ceux qui n'aiment pas trop lire justement, je pense que c'est bien pour ceux qui n'aiment pas trop lire. Ouais. Parce que c'est... Bon, moi j'ai une culture peut-être de l'audiovisuel, donc je crois que c'est assez visuel, les descriptions qu'on fait. Et très rythmé. Ouais, très rythmé. Donc moi je voulais quelque chose pour mes enfants qui correspondent aussi à, entre guillemets, qu'à aller chercher de leur écran ou de leur jeu vidéo ou de leur télé. C'est très bien, la télé. Vous y travaillez. On y travaille. On y travaille. Mais je voulais quelque chose qui les remette à la lecture, qui les garde à la lecture et qui soit sur ce même rythme, qui aille vite, qui ne soit pas quelque chose de trop descriptif, trop long, etc. Ce qui n'empêche pas d'avoir des émotions, des histoires fortes. Mais pas trop. Sur un rythme, exactement. Voilà. Je crois aussi qu'il y a une version audio, donc pour ceux qui voudraient l'entendre, c'est possible aussi bientôt avec Louane qui va la conter. Oui. Et puis peut-être d'autres projets, qui sait, peut-être dans les salles obscures ou en BD. Absolument, on rencontre, on discute pour l'adaptation. Eh ben voilà, j'en étais sûre. Merci Rémi Faure. Corba, le Seigneur de la Côte, ça c'est le 2e tome. Le 1er tome, c'est Corba, l'île du mage. Peut-être aussi des bonnes idées à mettre au pied du sapin. Merci à vous. Merci Mélanie. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission.